Et c'est l'heure du débat de Mettez-vous d'accord avec nos trois invités. On va commencer par les dames, galanterie oblige, et après par ordre alphabétique, Sabrina Medjeber, entrepreneure ou comment on dit entrepreneureux. Entrepreneureux, oui, si on parle mais pour être avec ce langage inclusif. Il faut être entrepreneuse. Absolument, absolument, oui. En tant que femme, oui, bien sûr. Et essayiste, bonjour. Bonjour Philippe. Bernard Cohen-Haddad, chef d'entreprise et président du Think Tank. J'essaye de prendre un bon accent puisque le dernier invité est fan de l'Angleterre et a écrit un très bon livre sur l'Angleterre et les Anglais. Bernard Cohen-Haddad, bonjour. Welcome. You are welcome. Bienvenue, merci Philippe. His English is superbe. Et enfin, Rouben Valéry, directeur de collège, et on s'était connus, vous aviez écrit un très bon livre sur l'Angleterre et les Anglais. Toujours fan de l'Angleterre et des Anglais? Hello Philippe. Absolument, toujours. Absolument, toujours. Ça n'a pas changé. C'est vrai que vous avez un petit côté fan des Beatles et des Rolling Stones qu'on apprécie énormément. Merci. Allez, tout à l'heure, on va parler d'Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, qui a dénoncé l'arrestation des livreurs de repas, dont certains étaient des clandestins. Le procureur, lui a répondu. De l'hôpital Georges Pompidou, qui lance une collecte pour acheter un scanner photonique. Alors on se pose la question, on sait que l'hôpital va mal, mais comment se fait-il, alors que la France est le pays le plus taxé du monde, que le régalien soit autant à la rue au point de devoir faire des collectes? Bientôt ça va être venez faire une cagnotte litchi pour nous acheter une IRM dans un des principaux hôpitaux français. Et enfin, beaucoup moins joyeux, la faillite d'Habitat, et plus de 300 personnes vont se retrouver au chômage, et c'était quand même une enseigne qui était très connue en France. Mais on va commencer avec vos coups de cœur, coups de gueule. Galanterie oblige, on commence avec vous, Sabrina. Vous voulez faire un coup de cœur pour Hichem Moutouki, que tout le monde ne connaît pas, alors dites-nous tout. Absolument, j'ai découvert ce monsieur hier sur CNews, à l'heure des pros. Il était accompagné de Marek Alter. Et ce jeune homme de 23 ans, étudiant en droit, a pris l'initiative d'une journée mondiale contre l'antisémitisme en raison du pogrom qu'a subi Israël le 7 octobre, et en soutien à tous les Français de confession juive qui subissent depuis le 7 octobre une montée exponentielle des actes antisémites. Je voulais lui rendre hommage spécifiquement parce que ce garçon est de culture ou de confession musulmane, je ne sais pas, mais il semblerait qu'il soit en tout cas de culture musulmane. Et je tiens à lui rendre hommage parce qu'il faut un sacré courage en tant que Français de confession ou de culture musulmane pour soutenir les Français de confession juive et également les Juifs du monde entier qui subissent, et particulièrement en Israël, qui ont subi une attaque innommable. Je tiens à lui rendre hommage parce que généralement, ces jeunes, et même plus adultes parfois, sont soumis à des logiques de séquestration, des logiques claniques, où il est interdit de s'exprimer et de soutenir les Français de confession juive en raison de leur religiosité et de leur culture. Pourquoi ? Parce que certains sont biberonnés à l'islamisme. Et l'islamisme est un antisémitisme. L'islamisme est un anti-judaïsme. L'islamisme condamne. Le Hamas est une organisation terroriste eschatologique, avec un projet génocidaire de la destruction de l'État d'Israël. Donc ce qui s'est passé, ça n'est pas rien. Et soutenir aujourd'hui les Français de confession juive et lancer cet appel pour une journée mondiale accompagnée d'une pétition contre l'antisémitisme, je trouve ça extrêmement salutaire et extrêmement courageux. Donc je rends hommage à ce jeune homme qui fait preuve d'un grand courage et qui s'extirpe justement de cette logique de séquestration en gardant son individualité, sa singularité et son intelligence. Bernard Cohen-Haddad. Oui, c'est une belle initiative. Bien dans le micro. Une initiative en faveur d'une journée mondiale. Comme il y a une journée mondiale de la femme, de ceci et de cela, c'est extrêmement important, ça a été bien dit à l'instant. Il y a aujourd'hui, chez certaines communautés, une haine du juif, pas de l'antisémitisme seulement, c'est beaucoup plus loin que l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme, c'est contre tous les sémites. Une haine du juif dans un certain nombre de quartiers, y compris sur notre territoire, que ce soit dans les grandes villes ou dans les zones rurales. Et c'est important de se rassembler, que les valeurs de la République, de ceux qui veulent travailler ensemble, de ceux qui veulent partager le mieux vivre dans notre cité, se réunissent sur un beau projet. On s'aime les uns et les autres et on se respecte de notre différence, y compris en matière de pratiques religieuses, qui, je le redis, doit rester dans le domaine de l'intime. Rouben Valéry. C'est une initiative qui est absolument nécessaire et indispensable. Vous l'avez très justement dit, ce n'est pas seulement de l'antisémitisme, c'est la haine du juif. Cette haine,
qu'on pensait qu'on espérait voir disparaître un jour, qui malheureusement, alors que nous sommes quand même au 21e siècle, s'amplifie. Donc c'est à se demander si nous ne sommes pas plongés dans une époque résolument barbare, alors que nous avons tout pour être une époque des Lumières, avec la diffusion des connaissances, du savoir. Et c'est beau d'avoir un jeune homme courageux, qui, au-delà de ses origines, en agissant en tant que citoyen du monde, mène une telle initiative. Mais est-ce que vous croyez pas qu'on est, comme le disait Rouben, on pensait que ça disparaîtrait un jour, surtout vu ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais quand vous voyez certaines patronnes d'universités américaines, dont une a été virée, qui osent dire que appeler au génocide des Juifs, finalement ça dépend du contexte. Une chose, moi j'ai regardé la vidéo 10 fois, et après en sous-titré, je parle pas trop mal anglais théoriquement. Est-ce qu'on n'est pas, vous me passerez l'expression, mais carrément chez les dingues, Sabrina Medjeber? C'est complètement lunaire. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une pratique de ce qu'ils appellent dans les universités américaines le Jewish privilege. Je vais parler anglais. Juif, comme il y a le privilège blanc. Absolument, absolument. Et déjà dans les campus de l'Illinois, il y avait des tracts qui étaient distribués sur le privilège juif. Et c'est une théorie qui a été évidemment alpaguée, on va dire, prise en otage par ce qu'ils adorent appeler les racialistes, et qui considèrent donc, selon leur hiérarchie des normes et de déconstruction des normes, c'est surtout ça, que le juif est un privilégié parce qu'il ne fait pas partie justement de la descendance de colonisés, et que à partir de ce postulat et de ce paradigme, il serait donc l'oppresseur à abattre, de façon analogue avec l'homme hétéronormé blanc de plus de 50 ans, dont les féministes... Ouh là là, il y en a déjà deux qui sont mal là dans le studio. Exactement. Désolé d'avoir dévoisé votre âge, Bernard Cohen-Haddad. Que les féministes adorent accabler, on le voit là récemment avec l'affaire Gérald Depardieu, parce que elles adorent aussi s'arroger le titre de procureur de tribunal populaire, bref. Donc je voulais simplement préciser, parce qu'aux États-Unis, il y a la culture du privilège juif, et comme on adore en France importer les névroses obsessionnelles américaines, eh bien on considère également qu'en France, il y a une forme de complot juif, d'oppresseur juif, qui a été, attention, alimenté, biberonné par aussi une culture transgressive. Je pense notamment à Dieudonné, je pense notamment à Alain Sorel, qui était très écouté des grands frères à l'époque dans les quartiers, et qui ont alimenté ce discours. Donc c'est pas du tout étonnant aujourd'hui qu'il y ait cette inversion de paradigme entre l'oppresseur et l'oppressé par les mots de cet universitaire, mais comme d'autres, en France y compris. Il y a quelques années, un Québécois qui vivait aux États-Unis, j'étais aux États-Unis, m'avait posé cette question, mais c'est amusant, on va faire un peu décontracté. Comment appelle-t-on une personne cultivée aux États-Unis? J'avais répondu, je sais pas, il m'avait répondu un touriste. Quand ils disent, par exemple, qu'aux États-Unis, quand on est un descendant de colonisé, on peut pas, on ne peut être que victime. Exactement. Excusez-moi, c'est du révisionnisme historique, parce que si je ne m'abuse, les Arabes ont colonisé le Maghreb et l'Espagne bien avant que les Européens colonisent les Amériques, l'Afrique ou l'Asie, non? Philippe, vous savez, il y a du wokisme économique, du wokisme historique, des fake news, et il y a aussi une recherche permanente de boucs émissaires. Et moi, je ne vais pas aller chercher jusqu'aux États-Unis. Je voudrais juste rappeler, mon cher Philippe, que pendant les élections législatives à Paris, une partie des islamo-gauchistes, et je dis les choses, ça c'est pas moi qui le dis uniquement, c'est Pierre-André Taguieff qui a fait un superbe ouvrage, sociologue sur l'antisémitisme, Madame Obono, la LFI, ont fait venir M. Corbyn, raciste anglais, antisémite anglais patenté, pour faire leur campagne aux législatives. N'allons pas chercher aux États-Unis, balayons devant notre porte. Ceux qui aujourd'hui montent les Français les uns contre les autres, ce sont ceux qui ne veulent pas d'une union nationale, qui ne veulent pas du partage des bonnes choses, qui ne veulent pas tout simplement que nous vivions les uns les autres dans le respect de notre diversité, mais qui essaient, pour des raisons de clientélisme politique, non pas de travailler sur un universalisme, non pas travailler sur le progrès humain, mais travailler sur les haines. Le mot de la fin, Rouben Valéry, pour conclure. Par rapport à tout cela, moi je pleure. Là on voit le communautarisme à l'anglo-saxonne par contre, comme disait Sabrina Medjeber. Oui, je vais être honnête avec vous, moi je pleure. En tant qu'enseignant, en tant que directeur de collège, notre mission, notre vocation, notre raison d'être, c'est la transmission du savoir, des connaissances, c'est la capacité à réfléchir, à savoir discerner le vrai du faux.
quand je vois cette façon de revoir l'histoire, de vouloir instaurer une société, un monde où on va chercher à communautariser, je pleure. Vous êtes bien sur Sud Radio, le débat avec nos invités Sabrina Medjeber, Bernard Cohen-Haddad et Rouben Valéry. On continue avec leur tour de table. Ça va parler d'Erasmus, de l'apprentissage et d'un coup de cœur pour l'initiative d'un chef. Ça va nous mettre en appétit et pas très longtemps avant midi. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Et c'est l'heure du débat de Mettez-vous d'accord avec Sabrina Medjeber, entrepreneur et essayiste, Bernard Cohen-Haddad, chef d'entreprise et président du think tank Étienne Marcel, et Rouben Valéry, directeur de collège. Bernard Cohen-Haddad, vous, c'est un coup de cœur pour la loi, pour un Erasmus de l'apprentissage qui vient d'être promulgué. Oui, mon cher Philippe, c'est le moment de parler des belles choses, non ? Oui, ça fait du bien. La période de Noël, la trêve de Dieu, la période de Noël. On conclut avec deux belles choses, vous voyez, pour les coups de cœur, coup de gueule. Essayons de tirer vers le haut et surtout de rassembler. Et moi, je suis un militant depuis plusieurs années de cet Erasmus de l'apprentissage. Je trouvais un peu dommage, alors que l'apprentissage est un succès phénoménal pour les jeunes, pour leurs familles, pour les entreprises, de ne pas avoir une dimension, ce que j'appelle la cerise sur le gâteau international, qui valorise encore plus ses compétences. Mais c'est clair. Alors on est, avec Jean Arthuis, un certain nombre à avoir milité. J'ai écrit un papier en février sur cet Erasmus de l'apprentissage. Une loi a été votée, mais une loi, c'est bien. C'est encore mieux quand elle est promulguée, c'est-à-dire quand on va l'appliquer. Oui, et la France a le record de lois non appliquées. Et parfois, on vote des lois, effectivement, mon cher Philippe, on vote des lois qu'on n'applique pas parce que les décrets d'application, la promulgation met du temps à venir. Oui. Alors aujourd'hui, que des jeunes garçons et filles, des métiers du commerce, de l'artisanat, des services, même du numérique, puissent avoir une expérience internationale quand ils sont apprentis, pour moi, c'est le summum de leur chance qu'on leur donne. La capacité de créer des passerelles entre les métiers, de voir autre chose, de connaître des savoir-faire, de connaître d'autres environnements, de connaître une autre relation au métier. Ça, c'est extrêmement positif et je me réjouis. Enfin, qu'on donne ces lettres de noblesse, parce que jusqu'à présent, l'Erasmus, c'était pour les étudiants. Oui. Ceux qui sont à l'université ou dans les grandes écoles. C'est ça. Mais il n'y avait pas pour l'apprentissage. Donc aujourd'hui, c'est rendre hommage à ce beau défi et à cette belle réussite qu'est l'apprentissage pour tous, pour les familles souvent qui n'ont pas les moyens d'avoir des parcours VIP. Et aujourd'hui, on rend ce qui est dû à ceux qui travaillent, qui apportent à notre société. Tiens, le directeur de collège, Rouben Valéry. L'apprentissage retrouve la place qu'il mérite. Alors tout à l'heure, il y a quelques instants, je pleurais. Eh bien là, j'applaudis. C'est une véritable chance. C'est une véritable révolution aussi. Et c'est prendre conscience de ce qu'est notre siècle. C'est vrai. À une époque, Erasmus, eh bien, il fallait faire l'université, il fallait faire les grandes écoles. C'était une chance de connaître d'autres horizons. Et c'était aussi considéré que l'apprentissage, eh bien, finalement, c'était pour ceux qui n'en valaient pas la peine, justement. C'était la voie de garage, comme on disait. Ouais. Tu vas faire boulanger, boucher, mécanicien ou électricien. Eh bien là, je pense que on a opéré un virage absolument important. Indispensable. Maintenant, nous attendons que cela soit appliqué. Sabrina Medjeber, qui est entrepreneur également. Donc. Et sociologue également. J'ai envie de vous dire, alors je vais vous parler en termes de sociologique, c'est-à-dire que cette société est en perte de valeur et perte de repères. Et je pense qu'un programme comme ça d'échange, articulé autour de l'apprentissage, va conférer à ces jeunes une discipline, une représentation, un sentiment d'appartenance et également une concrétisation dans leurs projets. Donc je pense que pour une jeunesse qui est complètement perdue, où les rapports sociaux sont complètement digitalisés, où il y a quasiment plus de lien social entre les individus, je pense que l'apprentissage va leur permettre de faire renaître certainement des vocations et puis des objectifs également. Et je trouve que cette mesure, cette loi, parce que c'est pas une mesure, c'est une loi, après, quand elle sera votée, ce sera une autre question, mais je trouve ça vraiment salutaire parce que aujourd'hui, en France, malheureusement, il n'y a plus rien qui agrège. Il n'y a plus rien qui structure, il n'y a plus rien qui fédère et qui fonde. Et une mesure comme celle-ci, qui est une mesure d'échange, qui est une loi qui serait d'échange, c'est un Erasmus, moi je trouve ça très salutaire.
Bernard Conadad. C'est mettre à l'honneur nos métiers, nos savoir-faire, mettre à l'honneur aussi nos jeunes qui sont tout simplement le vivier, l'avenir de demain de notre société. C'est mettre à l'honneur aussi des liens en Europe. On a besoin de parler de l'Europe de manière positive. Et puis, c'est faire en sorte que ceux qui jusqu'à présent ne pensaient pas être valorisés le soient, à la fois par les familles, à la fois par les métiers, à la fois par les entrepreneurs qui emploient ces jeunes. Mais comme le disait Rouben Valéry, qui est directeur de collège, à l'époque, c'était la punition de ne pas aller au bac général. Vous savez, le fantasme de 80% d'une classe d'âge au bac. On peut en mettre 100% au doctorat d'État, ça voudrait dire que le doctorat d'État ne vaudra plus rien. Est-ce que les mentalités sont en train de changer ? Philippe, les mentalités ont changé, puisqu'aujourd'hui, on a de l'alternance et de l'apprentissage. On a plus de 800 000 apprentis dans nos entreprises en France, on vise le million, et puis il y a des apprentis et des alternants de tous âges. C'est-à-dire que moi je vois aujourd'hui des banquiers qui terminent leur parcours, qui veulent être menuisiers, pâtissiers, chaudronniers, orfèvres. C'est ça qui est beau aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'inverser une tendance, les valeurs changent, des valeurs positives, grâce aussi aux écoles, grâce aussi aux lycées professionnels, grâce aussi aux entreprises qui prennent le risque d'embaucher ces jeunes et ces moins jeunes. Parallèlement, je souscris parce qu'il est vrai également qu'aujourd'hui, la projection de la longue carrière au sein d'une entreprise a complètement disparu. Et il y a effectivement, et peu importe les générations d'ailleurs, plusieurs changements de carrière, plusieurs volontés de changement de carrière. Et il y a des personnes qui étaient par exemple des cadres sup dans des banques et qui se retrouvent parce qu'ils veulent vivre leur passion à exercer des métiers que l'on qualifie, parce que c'est une tradition aussi française du bloc élitaire, de subalternes, et qui veulent retrouver ces métiers parce qu'il s'agit de leur vocation et de leur passion, et je trouve que c'est vraiment, en ce sens-là, bon pour toutes les générations. Là, ce sont les tours de table de positive attitude, comme chantait Laurie. Maintenant, on va écouter celui de Rouben Valéry. C'est pour l'initiative d'un chef, et ça, c'est vraiment une très belle initiative pour le dernier coup de cœur de l'année. Absolument. On pose la question, le Père Noël existe-t-il ? Eh bien là, j'ai envie de répondre, oui, il existe. Et il se trouve à Cannes, au centre-ville. C'est un chef qui s'appelle Omar Nimaga, qui est à la tête d'un restaurant, la table du chef, et qui, en discutant avec certains de ses clients, s'est rendu compte qu'un certain nombre d'entre eux, eh bien, se retrouveraient seuls pour le réveillon de Noël, et essentiellement des personnes âgées. Eh bien lui, qu'est-ce qu'il a décidé ? Tout simplement d'inviter toutes les personnes seules, isolées de son quartier à réveiller gratuitement dans son établissement le 24 décembre. Et c'est une belle histoire du quotidien. C'est cette petite goutte d'eau dont on a besoin, qui apporte une saveur particulière de bonheur, de bien-être. Et on a besoin comme ça de petites histoires assez belles qui correspondent bien à l'esprit de Noël. Voilà, dans un monde où, malheureusement, de nos jours, c'est très très compliqué. Sabrina Medjeber, belle initiative. Oui, belle initiative, comme dit Rouben, dans une société fracturée, consumériste, ultra-individualiste. Lorsqu'il y a un élan de solidarité, eh bien aujourd'hui, on en est surpris, voyez-vous, où nous en sommes dans ce pays. C'est-à-dire que lorsque des personnes font œuvre et actent de générosité et de solidarité, ça nous émeut en cette période de fête de fin d'année. Donc je trouve ça à la fois malheureusement dramatique, mais à la fois beau, j'ai envie de dire, même si c'est un peu binaire de dire ça, mais c'est beau parce que c'est sublimatoire pour la vie de ces personnes qui n'ont malheureusement pas les moyens et qui vont, grâce à cette personne, pouvoir se sentir comme toute personne qui fête les fins de fin d'année, c'est-à-dire heureux, entouré, dans un environnement chaleureux. Donc moi, évidemment, je ne peux que saluer et féliciter cette personne pour cette magnifique initiative. Bernard Conadad. Oui, c'est une belle initiative, d'autant que, je vous rappelle, Philippe, que les Restos du Cœur ont eu du mal à avoir des dons. Le secours populaire. Il y a quelques jours, le Secours populaire a été dévasté, saccagé un entrepôt, et que ce type d'initiative montre qu'il y a des hommes et des femmes généreux qui tendent la main et qui font en sorte de donner du bonheur à ceux qui les entourent. Mais est-ce que c'est quand même pas la preuve que les Français, qu'on a souvent tendance à critiquer, mais on aime bien l'autoflagellation dans ce pays, sont quand même assez généreux. Il y a qu'à voir ce qu'ils donnent pour le Téléthon. Moi, je vois au supermarché, quand il y avait la banque alimentaire qui récupérait, ils avaient des caddies qui débordaient de nourriture, d'un peu tout, de produits d'hygiène, de savonnettes, de dentifrice, etc. Est-ce que c'est pas la preuve quand même que les Français sont généreux, Rouben Valéry ?
Ah mais je n'ai jamais douté que les Français Ah mais je ne vous ai pas accusé. Ah oui, mais que les Français étaient généreux, oui. Nous l'avons bien vu durant différentes décennies, tous les élans de solidarité qui se sont mis en place dès qu'il y a eu un appel. Il y a quelques semaines, j'avais été voir l'Abbé Pierre. Vers 54, hein, ça fait 70 ans. Le film L'Abbé Pierre qui retrace bien cela, cet élan de générosité. Et puis ensuite Coluche à travers les Restos du Cœur. 85, nous le voyons aussi à travers le Téléthon et puis d'autres initiatives. Donc oui, les Français, en dépit de tout ce que l'on pourrait dire sur nous, eh bien, nous sommes généreux. Sabrina Medjeber. Évidemment nous que la sommes France généreux, nous les Français. Mais évidemment que la France est un pays extrêmement généreux, sinon elle n'attirerait pas autant d'immigration liée justement aux aides qui sont généreusement données à toutes les populations venues du monde entier. Et effectivement, il y a une tradition, mais c'est une tradition qui répond aussi à une civilisation. Vous savez que Philippe, c'est aussi des traditions chrétiennes, c'est aussi une religion qui a instauré dans ce pays, qui a bâti, qui a fondé la France. Entre autres, la France, c'est quand même la fille aînée de l'Église. L'Église, c'est quoi? C'est la charité, c'est le don, c'est l'accueil. Donc il y a à la fois une tradition historique et à la fois un engagement du peuple à aider les plus démunis. C'est comme ça ne s'explique pas. C'est une tradition française que, évidemment, il serait injuste d'accuser. Le mot de la fin, Bernard Cohen-Haddad. La France est un pays généreux, les Français sont généreux, ils aiment donner. Il suffit de voir, Philippe, le dynamisme de la vie associative dans les départements, dans les quartiers, dans les zones rurales, l'abnégation de tous les bénévoles, y compris les soirs de Noël et pendant les coups durs que nous avons dans le parcours de nos vies. Merci à tous et à toutes ces personnes qui sont bénévoles, qui souvent ont qu'une seule envie, c'est qu'on les écoute. On se retrouve dans quelques instants après ce coup de gueule et ces 2 coups de cœur. Ça faisait du bien de conclure par 2 coups de cœur sur de belles initiatives. On va débattre avec nos invités. Tiens, 3 sujets. On va décider de l'ordre pendant la pause. On va parler du maire écologiste de Grenoble qui dénonce les arrestations de livreurs de repas qui étaient clandestins. Le procureur lui a répondu sur Twitter. De l'hôpital Georges Pompidou, qui doit faire pratiquement une cagnotte litchi pour pouvoir acheter un nouveau scanner photonique. Et enfin, c'est beaucoup moins joyeux de la faillite, de la mise en liquidation judiciaire de l'enseigne Habitat. Plus de 300 emplois vont être supprimés. Restez bien avec nous pour Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Retour de débat Mettez-vous d'accord avec Sabrina Medjeber, Bernard Cohen-Haddad et Rouben Valéry. C'est un échange sur Twitter qui fait beaucoup jaser. Le maire de Grenoble, écologiste Éric Piolle, tweet: quelle indignité! Hier soir à Grenoble, un contrôle de police massif des livreurs à vélo a conduit à plusieurs arrestations pour séjour irrégulier. Gérald Darmanin, ces personnes seraient donc suffisamment régulières pour attendre dans le froid de vous livrer vos repas, mais pas pour vivre dignement avec nous. Aux côtés de la CGT Isère, nous défendons ces travailleurs de l'ombre et appelons à être solidaires et présents, évidemment en écriture inclusive, lors d'une conférence de presse demain à 11h à la Bourse du Travail de Grenoble, chose à laquelle le procureur de Grenoble a répondu: ces contrôles ont été opérés à ma demande. Ils ont aussi permis de constater que les livreurs en situation irrégulière étaient gravement exploités par ceux qui leur sous-louaient les licences. Des enquêtes engagées. On avait René Frégosi qui parlait tout à l'heure, c'était dans l'interview, la première interview de Sud Radio, et je vais citer une partie de son propos. Oser penser à limiter, c'est une tribune dans le Figaro d'avant-hier, oser penser à limiter les flux migratoires légaux et clandestins pour freiner la pression à la baisse des salaires. Les immigrés présentent un taux de chômage 2 à 3 fois supérieur à celui des Français, et accepter des salaires moindres et de moins bonnes conditions de travail est déjà scandaleux aux yeux de cette gauche-là dans laquelle on peut noter les écologistes. Tiens, on va demander la réaction du président du think tank Étienne Marcel et du chef d'entreprise Bernard Cohen-Haddad. Est-ce que quelque part là, ça nous prouve vraiment que pour une certaine gauche, on peut être clandestin, il n'y a pas de problème, on peut travailler comme un esclave dès lors que, écoutez, ça va dans le sens de la mondialisation et de l'accueil de tout le monde. Vous savez, Philippe, à Grenoble ou à Lyon, à part se tromper sur les sapins de Noël, dans la cité, on se trompe aussi sur la réalité de la vie quotidienne et de ce que vivent un certain nombre de migrants qui sont en situation irrégulière et qui vivent, je vous le dis Philippe, un nouvel esclavage. C'est clair. Parce que c'est ça la réalité. Ce n'est pas digne de ceux qui les exploitent, qui leur vendent des licences 400, 500 euros par semaine sur des métiers qui sont des métiers où on se lève tôt le matin, on se lève tard le soir sans aucune sécurité. Le procureur de la République et les policiers font leur boulot.
Et il devrait le faire encore plus. C'est la même situation que l'on vit aujourd'hui dans les grandes villes, notamment à Paris, à la sortie de métro, où vous avez des clandestins qui vendent des légumes, alors que tout simplement il y a des marchands, des maraîchers qui vendent ces légumes. Tout ça, c'est de la mafia. Et qui payent des patentes et des impôts. Et qui payent des patentes et des impôts avec une traçabilité des fruits, une traçabilité de ces parcours. Ce n'est pas acceptable. Il faut mettre fin à ce nouvel esclavage. C'est la dignité de l'homme, c'est la dignité de nos métiers, c'est le respect du droit et c'est la capacité pour nous, Français entrepreneurs, d'avoir la tête haute. Ruben Valéry. Si des élus se satisfont de Miser Hit, là c'est profondément... Miser Hit, c'est pas mal. De Miser Hit, c'est profondément regrettable. Qu'est-ce que c'est que la vie d'un livreur, de ce que j'appelle Miser Hit? C'est à peu près 40 € par jour. Ce sont des dizaines de kilomètres parcourus chaque jour. Et pour gagner plus d'ailleurs, le code de la route est très décoratif, les feux, c'est rouge, c'est vert, peu importe, on passe, avec notamment des accidents régulièrement. Absolument, donc qui s'expose à des dangers, c'est 7 jours sur 7. Dernièrement, c'était au mois d'avril, toujours à Grenoble d'ailleurs, les livreurs s'étaient mis en grève parce que justement ils dénonçaient leurs conditions de travail, des engagements avaient été pris qui n'ont pas été respectés. Le procureur a fait son travail. À un moment donné, enfin je ne sais pas, on dit on est de gauche, mais c'est pourquoi simplement pour affirmer qu'on a le monopole du cœur. Ça fait bien comme un titre de noblesse. Non, c'est aussi des actes et c'est aussi une réflexion à avoir. Donc plutôt que de dire, alors je ne le suis pas, je me situe au-dessus, mais de dire je suis de gauche, allons plutôt dire, allons plutôt, si je puis dire, agir. Sabrina Medjeber. Alors, plusieurs choses sur Monsieur Piolle. Quand je lis ce tweet, quelle indignité. J'ai envie de dire, l'indignité, c'est vous, Monsieur Piolle. Déjà, il faut savoir que ce maire a été jugé le 24 et 27 septembre pour délit de favoritisme sur un marché public qui concerne la fête des Tuiles. Je rappelle que Monsieur Piolle est le sponsor de la charia dans sa ville, que lui-même instaure, absolument, mais je le maintiens, qu'il instaure et qu'il impose le burkini dans les piscines de Grenoble. Ça veut dire la fin de la mixité sociale. Donc les leçons de républicanisme de Monsieur Piolle, on s'en passera. Maintenant, sur le sujet, puisque ce tropisme un peu binaire, dominant-dominé, est à revoir, puisqu'il parle de livreurs en situation irrégulière. Que dit le droit? Les personnes en situation irrégulière doivent être expulsées. Elles n'ont rien à faire sur le territoire français. Ça s'appelle la situation irrégulière. Donc que ce monsieur Piolle, comme disait Ruben, et toute cette gauche, qui en fait ne sont de gauche simplement pour une question de posture et de morale. En réalité, dans la pratique politique, ils n'ont rien de gauche dans ce qu'est substantiellement la gauche, c'est-à-dire l'aide et la lutte pour les droits et les acquis sociaux. Les livreurs dont parlait monsieur Cohen-Haddad, qui sont en réalité aujourd'hui un réel esclavagisme. Esclavagisme parce qu'ils ne sont pas d'une part identifiés et donc corvéables à souhait. Eh bien, ces personnes, normalement, devraient faire... Pas au chômage, et qui ne cotisent pas à la retraite, etc. Exactement. Donc, ces personnes devraient plutôt, faire l'objet de soucis réels pour les intégrer, plutôt que de les considérer, visiblement, comme des pauvres petites choses opprimées, ces travailleurs de l'ombre. Je reprends le tweet de monsieur Piolle, et appelons à être solidaires et présentes. Mais la réalité, c'est que ces personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire français, eh bien, elles doivent être renvoyées chez elles, où elles seraient peut-être mieux loties ou mieux logées, avec certainement un travail qui leur permettrait de vivre dans la dignité. L'indignité, c'est précisément le propos, le tweet d'Éric Piolle en la matière. Je suis désolée. Bernard Cohen a dû réagir. C'est vrai qu'on a l'impression que pour certains bobos des centres-villes, peu importe que les gens soient des esclaves dès lors qu'ils peuvent avoir leur pizza ou leur sushi. C'est ça, c'est l'histoire du sushi, avec c'est la boisson gazeuse. Avec la boisson gazeuse. Voilà, c'est tout ce qu'ils emploient au black pour ne pas payer quoi que ce soit ou déclarer qui que ce soit. Non, mais ces situations sont inadmissibles en République, en France, alors qu'on a un droit du travail, qu'on respecte nos salariés dans l'entreprise, et qu'une partie de la gauche ou de l'ultra-gauche se trompe de compas, c'est pas la première fois. Malheureusement, ceux qui en payent le plus, ce sont ces victimes d'un nouvel esclavage. Des hommes et des femmes, parfois des femmes qui font des heures, qui ne sont pas respectées et surtout qui sont
sous la tutelle de mafias qui, eux, font du fric et qui nous paient énormément et qui ne respectent pas ni le droit du travail, ni nos taxes, ni nos impôts. Rouben Valéry, surtout pour parler, on a 2 entrepreneurs avec nous, ça fait de la concurrence déloyale, hein, parce que quand vous payez des gens à 1, 2 euros la course, alors que vous les payez avec les impôts, les charges sociales, etc., là, c'est même plus de la concurrence déloyale, c'est de la concurrence frauduleuse. Absolument. C'est de la concurrence frauduleuse. Il y a tout un système à dénoncer. Il y a tout un système à réglementer. Je tiens quand même à rappeler qu'en avril 2022, Deliveroo France avait été condamné pour travail dissimulé. Le fait d'avoir fait travailler illégalement des livreurs comme des travailleurs indépendants, alors que ils auraient dû bénéficier de contrats de travail, ainsi que de tout ce qui leur est dû, notamment les congés payés, les heures supplémentaires et bien d'autres choses. Donc oui, arrêter les livreurs est une chose, mais je pense aussi que l'on devrait davantage s'intéresser bien à tous ceux d'en haut. Les cols blancs de ce système mafieux qui se font livrer, et qui se font de l'argent. Moi, je boycotte, je bouge mes grosses fesses, vous me passerez l'expression, et je vais chercher ma nourriture. Sabrina, mais c'est vrai en plus, hein, Sabrina Medjeber. Non, alors je voudrais juste te dire par rapport à cette gauche complètement déboussolée et complètement, enfin, qui fait dans la cécité idéologique, qu'elle n'est même plus ce qu'elle est par essence. C'est-à-dire que Georges Marchais, lui, défendait les travailleurs français. Donc le souci, je pense, prioritaire de la gauche en termes de lutte de classe sociale, c'est de préserver les intérêts des Français. Il me semble que lorsqu'on est de gauche, l'intérêt, c'est certainement pas d'encourager le dumping social, c'est certainement pas d'encourager l'esclavagisme étranger en France. L'intérêt de cette gauche, c'est normalement de défendre les travailleurs français, il me semble, et les acquis sociaux des travailleurs français, et de ne pas encourager cette immigration irrégulière qui, précisément, fait baisser les acquis sociaux en France. Je rappelle quand même un chiffre, on est près de 6 millions de chômeurs en France. Il me semble que même toute cette histoire de métiers en tension, elle devrait être régularisée en France, réglée en France pour et par des Français. Il me semble que cet article 3, devenu 4 bis de la loi immigration, est complètement décorrélé de la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des Français qui sont au chômage et qu'ils doivent être justement inscrits dans une logique d'employabilité. Ce sont ces gens-là qu'il faut défendre. Normalement, la gauche, elle est censée précisément défendre les causalités négatives de l'immigration parce que précisément, elle fait baisser les acquis sociaux des Français. C'est ça réellement la priorité et la préoccupation de la gauche. Aujourd'hui, on voit qu'elle est complètement décorrélée de la réalité, elle est complètement dans l'aveuglement idéologique, elle est complètement dans l'abnégation idéologique pro-immigrationniste, sans frontiériste, qui cause encore une fois, du mal, et qui fait du mal aux classes populaires qu'elle est censée défendre. Le mot de la fin, Bernard Conada, vous voulez parler des dark stores, oui, c'est ça ? Parce que ceux qui emploient ce type de public, ce travail clandestin, sont souvent des dark stores, des dark kitchens, et puis des petites structures. C'est indigne. On ne peut pas aujourd'hui avoir du travail noir alors que d'autres essaient de trouver un emploi. Merci à tous. On va continuer tout de suite en parlant de l'hôpital Georges Pompidou, oui, qui lance un appel aux dons pour un scanner à comptage photonique, une initiative qui fait beaucoup jaser. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord, le débat avec Sabrina Medjeber, Bernard Cohen-Haddad et Rouben Valéry. L'hôpital Georges Pompidou, qui est à Paris 15e, lance un appel aux dons pour un scanner à comptage photonique. Un scanner révolutionnaire qui concernera toutes les spécialités, en particularité la cardiologie, les maladies vasculaires, la cancérologie, l'ORL et les pathologies ostéo-articulaires. Mais ça pose quand même question. Dans le pays le plus taxé du monde, comment se fait-il qu'on doit faire bientôt une cagnotte litchi pour acheter un nouveau scanner à un des hôpitaux les plus en pointe de France? Tiens, on va commencer avec vous, Rouben Valéry. C'est pas un peu surprenant quand même? Je disais qu'on était chez les dingues tout à l'heure, mais là on est encore chez les dingues, non? On se demande où passent nos impôts. Vous savez, je pense que prochainement devrait y avoir une émission. Le meilleur hôpital de France, peut-être, oui. Ou vous savez, comme ces concours de pâtisserie, ou peut-être on peut imaginer un plateau télé avec le directeur d'un hôpital sur le plateau qui va être amené à présenter un projet, et puis on lance un appel aux dons. Un peu comme les nuits du bien commun à l'Olympia, c'est ça, et où puis Sud Radio était avec Cécile de Bénibus il y a quelques jours. Ou alors aussi comme cette émission qu'avait présentée Bernard Tapie dans les années 80, où il y avait un entrepreneur et puis on misait sur son projet. Et peut-être qu'on va y arriver. On peut tout imaginer. C'est profondément triste
Alors, je ne lance pas la pierre sur l'hôpital Pompidou, mais tout simplement sur notre système de santé, et puis ce qu'il y a au plus haut niveau. Comment peut-on concevoir que désormais des hôpitaux lancent une cagnotte pour pouvoir bénéficier de matériel de pointe? Je crois que nous faisons partie des 10 premières puissances économiques au monde. Oui. Et on en arrive là. Sabrina Medjeber, c'est vrai que c'est surréaliste, non ? C'est surréaliste, en même temps, est-ce que c'est étonnant? Franchement, Philippe, ça fait 40 ans que l'hôpital est complètement déstructuré, en décrépitude, on est complètement dans la tiers-mondisation du monde hospitalier aujourd'hui. On en parlait hier avec le docteur Arnaud Chiche, il n'y a pas de pandémie grave et les urgences sont déjà saturées. Souvenez-vous, il y a quelques jours, Lucas qui est mort aux urgences, qui est mort d'une septicémie parce qu'il a attendu 10 heures aux urgences, voyez-vous. Donc l'hôpital français aujourd'hui est en déliquescence totale. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des coupes budgétaires qui ont complètement affaissé l'approche, on va dire, hospitalo-centrée. C'est ça aujourd'hui le vrai sujet, c'est le budget de l'hôpital. Je vois par exemple qu'il y a une requête auprès de Madame Borne d'un certain nombre de fédérations qui ont demandé plus d'1,5 milliard simplement pour pallier l'inflation. Voyez-vous, Elisabeth Borne a répondu par la négative. 1,5 milliard, c'est quoi ? C'est l'AME par exemple. 1,2 milliard, pardon, l'AME. Donc l'aide qu'on donne, absolument, que l'on donne à des personnes étrangères arrivées sur le territoire français. Eh bien peut-être que ces 1,2 milliard pourraient servir précisément à financer un scanner de entre guillemets haute voltige qui ferait par exemple la grandeur de la France, pour reprendre un peu l'historicité du monde hospitalier selon le général de Gaulle qui lui avait réellement une optique, une vision, une perspective de la santé en France qui a fait la grandeur de notre nation en matière précisément médicale. Eh bien peut-être que cette aide médicale d'État pourrait servir à financer un appareil surdimensionné qui aiderait nos malades. Bernard Cohen-Haddad. Moi, je suis un peu partagé, Philippe, sur cette question. Vous vous souvenez, mon cher Philippe, pendant la Covid-19, on a applaudi les soignants, les infirmières, ceux qui étaient ce qu'on appelait en première ligne, les premiers de cordée, vous vous souvenez de tout ça ? Les premiers de corvée, même. Oui, exactement. Et puis après, on les a vite oubliés, même si on a revalorisé un certain nombre de salaires. L'hôpital est en décrépitude. On est dans un pays qui a le plus de dettes en matière sanitaire. Et pourtant, il faut soigner les Français. Et nous avons tous droit... Avec une population qui vieillit. Nous avons tout le droit à une médecine de pointe et qui sauve nos vies et qui soigne les gens que l'on aime. C'est ça important. Donc moi, ça me choque pas trop. Pourquoi ? Parce que si demain, l'hôpital public peut bénéficier de ce qu'on appelle du don, de crowdfunding, vous savez, ce mécénat, y compris des grandes entreprises, pour améliorer la santé de celles et ceux qui vont en consultation et qui ont besoin de soins, ça ne me choque pas parce qu'on en a besoin. Mais je voudrais rebondir là-dessus, parce que vous avez le système américain où on paye peu d'impôts et où donc on met de l'argent dans des associations, etc. Je voulais y venir. Le problème, c'est qu'en France, on paye beaucoup d'impôts et qu'on a des services publics qui sont obligés de faire une cagnotte pour arriver à avoir un scanner. Mais Philippe, dans ce cas-là, il faut que le mécénat, y compris des Français, soit défiscalisé. C'est que ceux qui peuvent le faire puissent avoir un enjeu fiscal, un intérêt fiscal. Si ça peut sauver des vies, si ça peut donner du confort aux soignants, si ça peut permettre aussi, tout simplement, d'améliorer la qualité de travail dans l'hôpital public, tant mieux. Maintenant, c'est un triste constat de la décrépitude de notre système de santé. Robin, Valérie, on se demande tous où passe l'argent. Parce que on est le pays le plus taxé du monde, il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez de policiers, l'armée est à l'os, l'hôpital est obligé de faire des cagnottes. On pose la question, où passe l'argent ? Vous prenez ce qui pour moi représente les 3 piliers de notre société, la santé, l'éducation, la sécurité. Nous avons là 3 piliers qui sont en train de s'écrouler. Où passe l'argent ? Sans doute faudrait-il lancer un avis de recherche, je ne sais pas. C'est à se poser des questions sur la gestion de l'argent des Français. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est triste de voir un hôpital comme l'hôpital Pompidou, qui est quand même un hôpital de pointe en France. On imagine ce que ça va donner pour l'hôpital de Muret à côté de Toulouse, ou dans des villes moyennes. Un hôpital de pointe comme Pompidou qui lance un appel aux dons, c'est triste, mais en attendant de voir une situation, je dirais non pas qui s'améliore, mais qui change radicalement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et il y a d'autres hôpitaux, je pense notamment à l'hôpital de Gisors qui est dans l'Eure, qui aussi cherche à lancer un fonds de dotation privée faute de moyens.
Oui. Donc malheureusement, s'ajoute à une liste des hôpitaux qui sont confrontés à une triste réalité. Il n'y a pas d'hôpital, je crois, à Muret, c'est le Toulousain qui parle, mais pour les villes moyennes, tiens, Gisors, c'est très bien. Ou une maternité. Sabrina Medjeber, où passe l'argent? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Alors l'argent, malheureusement, il est dilué, on va dire, dans des préférences. Je vais vous dire une chose autre. Quand on voit que dans l'hôpital, on a le record d'administratifs par rapport aux soignants, bien sûr. C'est quand même un sérieux problème. Le vrai sujet de la décrépitude de l'hôpital, c'est la bureaucratisation. Évidemment, c'est tout ce millefeuille normatif qui empêche complètement les médecins même d'être opérationnels vis-à-vis de leur patientèle et de leur personnel malade. Donc non, ça c'est un autre sujet. Mais où va l'argent? L'argent va un peu partout, sauf en réalité pour les personnes les plus démunies dans ce pays. Quand je lis le rapport de Jean-Paul Gourevitch dans une note au Figaro, 54 milliards d'euros l'immigration, rendez-vous compte, 54 milliards l'immigration entre le régalien, le structurel et l'humanitaire. Eh bien, peut-être qu'avec ces 54 milliards d'euros qui concernent l'immigration irrégulière, j'entends, oui. Eh bien, peut-être qu'on pourrait aider certainement à pallier au manquement budgétaire de la police, de la gendarmerie, de l'armée, de l'hôpital et de l'école. Peut-être que nos services publics, s'ils avaient une meilleure dotation ou 2 meilleures dotations, eh bien, ils seraient peut-être plus efficients. C'est le vrai sujet. Bernard Cohen-Haddad, les médecins qui sont à l'hôpital, j'en connais quelques-uns, disent on passe pratiquement autant de temps sur les tableaux Excel à rendre qu'à ausculter des patients. Est-ce que finalement, ça rappelle un proverbe américain qui dit la France, c'est une Union soviétique qui a réussi. Mais là, c'est quand même la quintessence, non? C'est pour ça que il semble que Bruno Le Maire et l'État s'est engagé dans des mesures de simplification. François Hollande s'y était déjà lancé, oui, et on a vu le résultat. Mais vous savez, j'ai écrit 7 articles depuis 2015 sur la simplification administrative, la réduction de la paperasse. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Mais on a le summum de dette publique, y compris en matière de santé. Vous vous souvenez la formule de François Fillon, je suis à la tête d'un État en faillite. Voilà, c'est une formule qui a 17 ans bientôt, il l'avait dit à l'été 2007, après l'élection de Sarkozy. Si ma mémoire était bonne. Oui, je crois aussi que c'était encore. Donc vous voyez, ne demandez pas la ville. Voilà, mais en tous les cas, on voit bien qu'il y a un problème de recettes et de dépenses, de taux de prélèvement obligatoire et qu'on a besoin, en revanche, d'un système de santé qui protège nos concitoyens parce qu'on souhaite le meilleur pour ceux qui nous entourent, y compris pour les personnels de ces métiers qui sont des métiers en tension. Beaucoup d'abnégation pour toutes et tous, y compris pour les aides-soignants qui font un métier avec une forte abnégation. Allez, on va conclure avec le dernier sujet. L'enseigne d'ameublement d'Habitat a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de Bobigny. Elle laisse derrière un peu plus de 300 salariés, des montagnes d'impayés et 9 millions d'euros d'acompte versés par des clients qui n'ont jamais obtenu ni leurs meubles, ni leur remboursement. Alors, je voudrais vous poser cette question. Tiens, on a tous déjà acheté quelque chose chez Habitat, ne serait-ce qu'une lampe, un meuble, un vase ou un tapis. Quand on voit ce qui se passe, est-ce que ça fait pas peur pour le commerce, parce qu'on nous dit que les restaurateurs sont à la rue, qu'ils n'arrivent pas à rembourser les PGE, les boutiques qui ferment, on en voit de partout, et là c'est quand même une grosse enseigne Habitat que les Français connaissaient. Alors il y a 2 choses à mon sens qui relèvent de cette question-là, de ce problème d'habitat. La première, c'est le changement des habitudes de consommation. Ça, c'est le premier sujet, c'est-à-dire, et notamment depuis le Covid, le consommateur a beau jeu de se faire livrer à domicile, et donc les personnes qui travaillent en boutique, eh bien, voient leur temps perdu et voire même des licenciements parce que il n'y a plus de possibilité aujourd'hui de travailler en boutique. Donc ça, c'est la première des choses. Absolument. Ça, c'est la première des choses. Le changement des habitudes des consommateurs. La deuxième, c'est évidemment l'emprise des grosses enseignes comme Ikea qui ont phagocyté justement des marques, des maisons comme Habitat qui coûtent aussi un certain prix. Il faut voir que le pouvoir d'achat, notamment depuis la guerre en Ukraine, a largement baissé chez les Français. Il y a un contexte inflationniste qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'acheter des objets chez Habitat et qu'on va de facto préférer des enseignes comme Ikea par la praticabilité, et par le coût également qui est beaucoup moindre qu'une enseigne comme Habitat. Donc malheureusement, par voie de conséquence, quand on se retrouve cadenassé entre un changement d'habitude d'achat et de consommation et en même temps une crise post-Covid et en même temps une crise en Ukraine qui fait baisser le pouvoir d'achat des Français par l'inflation, eh bien oui, c'est pas du tout étonnant qu'Habitat soit placé en liquidation judiciaire comme des dizaines d'entreprises et Monsieur Cohen en parlera beaucoup mieux que moi, qui ont fait faillite post-Covid. Bernard Cohen-Haddad. Oui, Habitat, c'est à la fois un drame économique et un drame humain.
une enseigne emblématique, c'était Habitat, la qualité du meuble. Oui, c'est ça. C'était par rapport aux autres, Oui. Conforama, But, Ikea et tout ce qui existait, c'était la qualité. Coran Shop, n'oublions pas. C'était le même fondateur, C'était le même fondateur et c'était des prix un peu plus élevés que les autres, mais avec un design, une qualité et un luxe dans le raisonnable. Aujourd'hui, c'est un drame humain, un drame économique, vous l'avez bien dit, parce que les habitudes des consommateurs ont changé, parce que la relation aussi en boutique est différente. On commence plus par le e-commerce. Et puis, ça fait partie aussi de la loi de l'offre et la demande. C'est malheureux, Philippe, de le reconnaître. C'est que les consommateurs, même s'ils étaient là à un moment, n'étaient pas assez présents pour compenser les baux commerciaux, l'ensemble des dettes de l'entreprise, l'ensemble des dettes de fabrication. C'est vraiment dommage et c'est triste. Ruben Valéry. Un nouveau nom dans le cercle des enseignes disparues. Il y en a Habitat, beaucoup, oui. il y en a eu beaucoup avant, il y en aura d'autres, certainement. Vous parliez de drame humain. Bah oui, la première pensée, c'est pour tous les employés de cette enseigne Un peu plus de 300. Un peu plus de 300 qui se retrouvent au chômage. Et justement, face à ce phénomène qui prend d'ampleur depuis le confinement, depuis l'épidémie, se pose la question de l'accompagnement de ces personnes, de ces employés qui, pour beaucoup d'entre elles, n'ont fait que ça durant toute leur vie, ont consacré leur vie à ces enseignes. Maintenant, voilà, je pense qu'il est important, puisque tout à l'heure on parlait d'apprentissage, de pouvoir au mieux accompagner professionnellement ces personnes. Alors, on pense aux gens qui vont perdre leur emploi, mais on pense à ceux 9 millions d'euros d'impayés, de gens qui ont payé. Je voyais un reportage à la télévision hier soir, une femme qui avait un salon à 3 500 euros qu'elle a jamais vu et qu'elle ne verra jamais. Les consommateurs qui ont commandé. Vous qui êtes commerçant, est-ce que c'est pas quelque part de l'escroquerie? Et bien sûr. Vous avez payé 3 000, 4 000, 5 000 un salon. Philippe, c'est une faillite. C'est-à-dire que vous n'avez plus de fonds pour payer. Et maintenant, il faut voir comment on peut, à travers un fonds de garantie et des recours, bien entendu, de savoir... Déjà, les salariés seront payés par le FNGS. Ça, c'est les salariés, mais les consommateurs. Ceux qui ont commandé une table, une étagère, tout simplement des chaises, et qui ont avancé cette somme, qui ne seront pas remboursés parce qu'ils sont créanciers non prioritaires. Oui. Ça, c'est une réalité. Comment on peut aider? Et ça, ce sera avec l'administrateur judiciaire de voir comment on peut aider ces familles qui aujourd'hui ne sont pas forcément des familles très argentées, qui avaient investi et qui ne seront pas livrées de ce qu'elles ont commandé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un drame économique et à la fois un drame humain. C'est vrai que quand vous avez perdu 3, 4, 5 000 euros pour commander des meubles, ça fait mal au cœur. Et là, j'estime qu'on devrait quand même mettre ces gens-là dans les créanciers prioritaires, parce que le premier, c'est les salariés, ensuite, c'est les impôts, les cotisations sociales, et les fournisseurs, etc., viennent après, quoi. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec ce que me dit M. Cohen. Après, c'est une question de justice et de règlement juridique. Moi, je suis pas spécialiste en la matière, mais c'est vrai que c'est une désillusion, c'est une déception, puis c'est un sentiment même de honte, j'ai envie de dire, de voir qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à acheter ce qu'on veut parce que les magasins n'existent plus. Je veux dire, en termes de psyché, c'est quand même compliqué, ça, à comprendre et à avaliser. J'achète un bien dans un meuble d'une enseigne qui n'existe plus parce qu'elle fait faillite. Je veux dire, en 2023, avec la multiplicité aujourd'hui des possibilités d'achat, qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à se faire livrer un meuble parce que le magasin est en faillite, c'est compliqué, je veux dire, à entendre et à comprendre. Et puis, désolé, c'est quand même plus sympa de rencontrer un vendeur ou une vendeuse que d'être face à son clavier d'ordinateur, cliquer, sortir sa carte de crédit et cliquer sur commander. Bien sûr, la crise du digital. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Sabrina Medjeber, entrepreneur et essayiste, Bernard Cohen-Haddad, chef d'entreprise et président du think tank Étienne Marcel, et Ruben Valéry, directeur de collège. Tout de suite, on va parler de la situation en Ukraine avec des bombardements sur les principales villes du pays qui ont commencé cette nuit. Et ensuite, on se posera cette question. La fracture entre le peuple et les élites s'est-elle encore aggravée en 2023 ?